Madame la directrice de l'architecture, cher maître, cher Dominique, mesdames, messieurs, je suis Marie-Christine Labourdette, la présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et en ce premier jour des JANA 2019, nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour la conférence inaugurale d'un grand cycle que nous lançons autour de Notre-Dame. Et je remercie vraiment très sincèrement Dominique Perrault d'avoir bien voulu se prêter à cet exercice à partir de... Je ne sais pas si vous le savez, mais les thèmes des Journées nationales de l'architecture 2019, et je laisserai Agnès Vince, la directrice de l'architecture, nous en parler, est lié à la création architecturale dans le patrimoine. Et nous avons souhaité cette année que la Cité puisse s'associer à ce thème tout à fait important et essentiel, à la fois, évidemment, en ce matin accueillant le ministre qui a bien voulu lancer les Journées nationales de l'architecture ici à la Cité, en accueillant aussi les vidéos d'un très beau concours que Dominique a porté avec l'établissement public de Chambord pour le 500e anniversaire de la création du château en 1519, avec un concours international, avec une vingtaine d'écoles à travers le monde qui ont essayé d'imaginer, 500 ans après, comment on pouvait achever ou ne pas achever Chambord. Et les résultats sont donc présentés dans la Galerie des Moulages, à côté aussi d'un espace qui présente des jeux pour enfants de construction, où on essaye de comprendre comment fonctionne finalement la géométrie dans l'espace, le jeu, le poids de la gravité, et pourquoi les voûtes de non seulement romanes, gothiques, mais aussi celles après, continuent mystérieusement à ne pas fléchir vers le sol. Donc tout ça est très bien expliqué et vous pouvez emmener tous vos enfants ce week-end pour voir cela. Nous sommes aussi évidemment émus et de manière très solennelle de pouvoir aussi présenter trois objets importants qui sont donc à la fois la tête de Viollet-le-Duc, le coq de la flèche de Notre-Dame, ainsi que deux représentations symboliques des évangélistes qui étaient sur la flèche de Viollet-le-Duc, qui donc, comme vous le savez, avait été retirée 2-3 jours avant l'incendie et qui ont qui connaissent donc un abri temporaire à la Cité, le temps qu'elles soient à la fois restaurées et aussi qu'on décide de leur sort. Donc elles sont présentées dans la salle Notre-Dame et cela vous permettra de voir ce qu'il en est. Nous avons aussi d'autres sujets plus contemporains qui sont une exposition consacrée au logement coopératif en Suisse, à Zurich. Comment nos amis suisses traitent-ils aujourd'hui le logement social? C'est un sujet important sur lequel le gouvernement a décidé de lancer un groupe de travail qui sera présidé par Pierre-René Lemas et où Francis Solaire sera aussi présent. Nous en sommes très heureux. Nous attendrons les conclusions avec beaucoup d'intérêt. Et nous avons aussi d'autres conférences tout au long de ce long week-end pour pouvoir célébrer les Journées nationales de l'architecture. Et je passe très vite la parole à Agnès avant de laisser la scène à Dominique Perrault pour une conférence que nous attendons avec beaucoup d'impatience, car nous savons à quel point le regard et la vision de Dominique apportent beaucoup au patrimoine. J'ai eu la chance, sans dévoiler des secrets, de pouvoir témoigner du coup de génie qu'il a eu sur l'entrée de Versailles, pour traiter l'entrée de Versailles. Il a décidé de disparaître et de creuser un espace à côté de l'aile des ministres. C'était seul un grand architecte pouvait oser démontrer que l'architecture contemporaine existe aussi par le vide, l'absence ou simplement une présence à révéler. Merci Dominique de ce magnifique leçon et je passe la parole à Agnès pour vous souhaiter aussi un accueil et vous souhaiter de très belles JANA et aussi un très beau cycle Notre-Dame. Merci Marie-Christine. Madame la Présidente, donc tout au long de tes propos, je me disais en fait, elle est en train de parler de la politique d'architecture. Alors, d'un certain côté, c'est tout à fait normal, et c'est même
formidable, je dois dire, puisque c'est donc que la Cité de l'Architecture et du Patrimoine est progressivement et de façon tout à fait rapide dans une trajectoire qui est celle d'un opérateur national qui est en appui à la fois de la diffusion, de la popularisation, de la production d'excellence et de référence en architecture, ce qui est un point essentiel pour nous, et d'autre part aussi un opérateur, on va dire, qui a son programme scientifique et culturel qui est le sien, qui n'est pas celui du ministère de la Culture, mais qui est bien le sien, et pour autant qui est en phase avec les grands enjeux, et en particulier, je voudrais simplement souligner, aujourd'hui, au moment des Journées nationales de l'architecture, la nouvelle alliance entre l'architecture et le patrimoine. Alors, la nouvelle, je ne sais pas si c'est une nouvelle, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des progrès à faire. Et je remercie beaucoup Dominique Perrault qui va donc nous enseigner à partir d'eux. On parle de l'histoire, on parle de la géographie, on parle du sol, je suppose, on parle de l'écologie peut-être aussi, en tout cas des ressources. Et on va vers une architecture. Merci Dominique. Et voilà. Merci à vous. Bien, merci. Merci pour ces introductions dont je vais tenter d'être digne. Et merci pour cette invitation. Et bonsoir à tous. Alors, donc effectivement, on m'a posé la question du titre. Alors, je pensais dire de commencer par le commencement, mais finalement, à partir d'eux, me paraît être plutôt un lien, ou tout au moins un lien entre différents projets et surtout par rapport à des situations rencontrées. Alors, comme vous le savez, on travaille beaucoup par des systèmes de collage, et l'image que vous avez sur l'écran est un collage qui évoque justement cette relation entre ce que l'on peut voir au-dessus et ce qui est dessous, ou tout au moins ce qu'on en imagine. Et vous verrez que la sélection des projets ou le choix des différents projets parle effectivement de cet rapport entre l'histoire et la géographie, pas seulement d'une façon, je dirais, scolastique, mais d'une façon physique. Et donc, petit à petit, bon, évidemment, en vieillissant, c'est plus facile parce qu'on se retourne et on a une perspective plus longue que celle qu'on a en regardant devant soi. Donc, ça permet de tirer peut-être des enseignements que l'on n'avait pas perçus auparavant. Et donc, cette question du sol, elle est importante, mais elle vient d'abord d'une histoire que nous avons connue pour certains qui se trouvent ce soir dans la salle, c'est-à-dire nos années d'école. Et nos années d'école, elles sont assez importantes, évidemment, elles sont importantes pour chacun, mais elles sont très importantes pour nous parce qu'on se trouve à la conjonction d'une histoire qui est celle de la reconstruction d'un pays pratiquement achevé, de mouvements liés à 68 qui reformatent la pensée de ce pays. Et nous sommes dans cet enchaînement donc de quelque chose qui était très puissant, très optimiste, qui était donc les années qui parlaient du progrès et du logement et de l'industrialisation et de toute une volonté, comment dirais-je, extrêmement répartie de façon forte et intense sur l'ensemble du territoire national, d'urbaniser le pays, de développer donc toutes ces infrastructures. Et nous sommes donc à ce moment-là dans une école qui est une école rebelle encore dans les années 70, puisque là vous voyez c'est un diplôme des années 78, donc à peu près j'entre à l'école dans les années 72. Et donc cette école
est une école qui, à cette époque-là, ne dessine plus. Et petit à petit, au cours de ces 6 années d'études, il y a une forme de révolution culturelle forte, puisque apparaît Christian de Portzamparc, Roland Castro, Yves Lion, d'autres encore, qui célèbrent les retrouvailles avec la ville. Et ceci est quelque chose de très très important, c'est-à-dire c'est l'apparition d'une lecture ou d'une relecture de nos ensembles urbains avec des architectes qui sont extraordinaires, dont Antoine Grumbach, qui a été mon directeur de thèse et qui m'a donc poussé de façon absolument définitive pour que je travaille sur la question des mairies annexes de l'hôtel de ville, c'est-à-dire la période entre 1860 et le début du XXe siècle. Et donc ces enseignants célèbrent les retrouvailles avec la ville, introduisent aussi le travail typomorphologique, qui est quand même un mode de pensée lié au structuralisme. Donc on est là dans des dispositifs qui remettent en place un système de pensée, et également des outils, et également une visualisation, une représentation donc des projets et de, si je puis dire, de leur environnement au sens large du terme. Et donc, je développe à l'époque un travail sur les mairies annexes de l'hôtel de ville. Il n'y a pas de cartographie de ces mairies. C'est la première fois que seront rassemblés les 20 plans des mairies annexes de l'hôtel de ville de Paris. Ça n'existait pas dans les bibliothèques. Également, c'est un travail qui fait apparaître, évidemment, la stratégie du développement et de l'annexion des communes limitrophes. Il y a une toile importante à Carnavalet en 1860 où Napoléon III donne une lettre de mission à Haussmann pour lui dire « Mon garçon, maintenant, il va falloir élargir Paris ». Et donc, effectivement, Haussmann a la mission de transformer la capitale en une capitale avec 20 arrondissements. Et ces 20 arrondissements sont tous organisés par rapport à un bâtiment qui représente la République et qui est la mairie. La mairie, c'est donc un dispositif qui n'est pas seulement un dispositif d'ornementation, et donc par rapport à ce que l'on peut recevoir comme enseignement, ici, on n'est pas du tout dans un travail de design. On n'est pas dans un travail de représentation, si je puis dire, de l'institution au travers de son ornementation. On est dans un travail de dispositif urbain qui met en place le pouvoir dans la ville avec des éléments qui sont des éléments qui se déclinent, et c'est vraiment totalement dans la logique de la pensée, de la réflexion typomorphologique, c'est-à-dire à partir du monument, à partir de l'institution, s'organisent d'autres institutions, les écoles, le square, le marché, et tout ceci gravite de façon extrêmement précise et absolument géniale, pour dire le terme, par rapport à une situation urbaine existante, c'est-à-dire qu'il y a des mairies qui disparaissent, comme celle du 1er arrondissement, par exemple, où Haussmann explique qu'il n'est pas question que la mairie apparaisse par rapport au Louvre, donc il y a même celle du 5e arrondissement par rapport au Panthéon, et puis il y a d'autres mairies, au contraire, qui sont des conquêtes, où là, les mairies deviennent des bastions et des lieux de très grande importance en termes d'organisation du système urbain. Ensuite, donc, cet intérêt et cette passion que m'a inspiré ce travail, je l'ai poursuivi à l'École des hautes études avec un autre sujet qui est en fait l'étude des couvents au XVIIIe siècle dans le faubourg Saint-Germain. Et donc ça c'est très intéressant, j'ai pas d'image parce que j'ai travaillé avec Denis Richet à l'époque, il faut dire que je ne suis pas allé jusqu'au bout de mes études, je me suis arrêté au DEA à la première année, mais j'ai quand même passé une année à travailler sur ce type de bâtiments qui sont exactement des bâtiments opposés du point de vue de la stratégie urbaine aux mairies. Autant les mairies sont des bâtiments qui vont intéresser un quartier dans son ensemble, même la ville, qui vont en fait la dessiner ou l'organiser. Et donc c'est des bâtiments qui sont complètement extravertis, je dirais presque par devoir, et alors que les couvents sont exactement l'inverse, c'est une territorialisation complètement introvertie. Et donc,
Pour ceux qui voudraient un peu plus tard, pas ce soir, mais développer une analyse de la genèse de la Bibliothèque nationale, ils retrouveraient exactement ces deux principes, c'est-à-dire la capacité de produire des lieux publics qui permettent le rayonnement urbain de l'institution et des lieux également d'un autre type, au cœur de l'institution, qui, eux, sont dans une relation, effectivement, d'introversion et d'un autre type d'incarnation de l'inscription de ce type de bâtiment dans la ville. Ensuite, chemin faisant, tout ça, c'est un peu chronologique au début, et puis après ça se perd un peu, bon, c'est un peu moins, mais tout ça, je dirais, s'enchaîne. Un autre travail qui, lui aussi, il y a une constance, vous verrez, il y a de la pierre à peu près dans tous les projets. Donc, ça donne déjà un élément de référence. Toujours est-il que Usinor-Sassilor, c'est un projet assez passionnant, dans le sens où le client, donc le groupe sidérurgique Usinor-Sassilor, souhaite développer un centre de conférence à partir d'un petit château qu'ils ont acquis, et surtout ils ont acquis en fait le parc dans lequel ils ont développé leur centre de recherche. Alors c'est très intéressant parce qu'à l'époque, ils invitent 3 architectes, Jean Nouvel, Christian de Porzamont-Parc et Dominique Perrault. Et donc, Christian a fait un château un peu dans l'esprit du conservatoire du 7e arrondissement, sur un plan genre Louis Kahn, c'est-à-dire le carré dans un stable et le même carré avec une rotation. Jean a fait un pavillon Miss au fond du parc. Et puis, moi, j'ai fait un petit peu autre chose, où il y a un travail sur la disparition, ou plus exactement, un travail sur la révélation de l'architecture, mais aussi révélation de son environnement et de son paysage. Et donc, en fait, pour transformer cette grosse maison bourgeoise, ce petit manoir, on l'a posé sur un disque de verre et on a donc creusé sous le château pour lui donner des fondations complémentaires, si je puis dire, et aussi autour du château pour créer des espaces d'auditorium, des espaces qui permettent de fonctionner en assemblée générale lorsqu'il y a des conférences, et ensuite que les groupes puissent se former dans le château lui-même avec des salles donc de réunion. Donc l'idée, c'était non pas de considérer ou pas la beauté de ce château, qui est assez discutable au demeurant, mais de considérer qu'il est là. Et donc de ne pas se lancer dans une analyse esthétique, mais plutôt de travailler à partir d'eux, à partir d'une situation qui vous est donnée, à partir d'une présence qui a une valeur au moins parce qu'elle est là, et de tenter de révéler cette présence et de la transporter et de la transformer dans une autre dimension et d'écrire un autre récit. Donc ce projet est un projet très important, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'il inscrit beaucoup de thèmes qui vont ensuite être largement développés, c'est-à-dire la notion de considérer qu'il n'y a pas de lieu maudit, c'est-à-dire que tout peut être dans un travail de révélation et de réinscription. Également, il y a le fait de considérer le paysage, le fait d'utiliser l'architecture également comme un élément qui va, dans ce cas-là, par exemple, donner l'image d'être un plan d'eau, alors que c'est une surface de verre, et de mettre en valeur ce château, ou tout au moins cette architecture. Donc, le centre de conférence d'Usinor, dans les années 90, commence à mettre en place des réponses, ou tout au moins des dispositifs, qui vont être développés petit à petit par rapport à d'autres bâtiments, comme par exemple une petite... Oui, ça c'est... Oui, c'est une petite erreur dans le titre, c'est les archives départementales de la Mayenne, mais on viendra tout à l'heure au conseil départemental de la Meuse. L'aval, c'est donc un travail d'extension du bâtiment des archives. Voilà le bâtiment des archives qui se trouve pas très loin de la gare. C'est un bloc de pierre, et ce bloc de pierre va être, comment dirais-je, étendu par un ensemble de silos, en apparence tout au moins,
qui vont permettre d'abriter le fonds des archives départementales et de transformer le bâtiment en pierre en espace, en lieu de salle de lecture. Voilà le bâtiment, donc restructuré, disons. Et aujourd'hui, le bois n'est moins de couleur bois, il est beaucoup plus gris, mais ça reste tout à fait éloquent, si je puis dire. Et donc, on a fait ce travail de relation aussi entre les proportions des fenêtres, les proportions des panneaux, les adjonctions donc de ce bâtiment de stockage, qui est un bâtiment clos, et qui, par contre, va organiser cette relation entre le bâtiment de pierre et le bâtiment de bois. Ce projet a été, il n'y a pas très longtemps, a fait l'objet d'une distinction dans le patrimoine du XXe siècle, et le président Arthuis, qui a été un peu le défendeur de ce projet, a donc inscrit dans ce bâtiment le fait qu'il y avait là effectivement un témoignage contemporain par rapport à un ensemble du bâtiment du XIXe siècle. Ce bâtiment est très important aussi parce que c'est un bâtiment qui annonce la bibliothèque, et en fait ce grand rideau de maille que vous avez ici, c'est un prototype que l'on a réalisé dans le même mouvement, si je puis dire, que la mise en place des grands tissus métalliques que l'on a installés dans la bibliothèque. Et donc, on retrouve donc ce travail, si je puis dire, du métal tissé comme étant un grand rideau suspendu. Je reviens à la coupe, vous voyez, qui permet d'isoler d'une certaine façon les espaces de bureau qui se trouvent dans le volume de cette salle de lecture, de laisser pénétrer la lumière par la partie haute et d'avoir des reflets aussi bien des lumières naturelles que des lumières artificielles dans ce volume. L'hôtel du département de la Meuse, lui, est un bâtiment qui appartient donc au Conseil général. Et à l'époque, les conseils généraux avaient la forte propension d'acquérir, pour la plupart, des bâtiments existants. C'était volontairement un acte ou un geste politique pour dire qu'ils étaient inscrits sur un territoire et que ce territoire avait effectivement une valeur, et donc il fallait c'était une façon de gérer ou de sauver des morceaux, des parties de patrimoine. Donc le Conseil général va acquérir une école normale qui se trouve en haut de la ville, donc au-dessus de la partie Renaissance de la ville de Bar-le-Duc. Ce n'est pas une ville très connue, mais elle gagne à être connue, en particulier le quartier Renaissance, qui est de toute beauté. Et donc je vous encourage à faire l'arrêt si vous passez dans la région. C'est vraiment très très beau. Se trouve au-dessus, par la topographie, de cette partie Renaissance de Bar-le-Duc, une école normale. Et cette école normale va faire l'objet, comme tous les autres projets de concours publics, puisque toutes ces commandes sont liées à des concours publics, comme vous pouvez l'imaginer, et donc de façon à installer les services du Conseil général. Transformation donc du bâtiment de pierre de l'école normale. Là aussi, on commence à intervenir sur la question du sol, la question de la topographie, et on va donc, par rapport à cette image historique, on va creuser un niveau de plus, de façon à passer sous le bâtiment et aller, un peu comme un bâtiment cour et jardin, construire à flanc de coteaux la partie politique de cet hôtel du département, un peu comme une orangerie. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les documents de l'époque, la maquette du concours. L'idée de passer au travers, donc d'avoir une continuité, on rejoint là aussi l'esprit de la République qui s'exprimait au travers des mairies, c'est-à-dire que la mairie n'était jamais un lieu qui arrêtait le peuple. On pouvait entrer dans la mairie, accéder jusque dans la cour de la mairie, qui s'appelait souvent asile. Donc ça nous donne quelques idées pour accueillir certaines populations. La mairie était effectivement un lieu d'hébergement quand il était nécessaire, mais c'était aussi dans sa cour un lieu d'exercice pour l'armée. Donc elle avait cette ambivalence ou cette ubiquité.
Un travail, chaque fois, relativement important du point de vue de l'ingénierie, c'est-à-dire que non seulement il y a un travail soigneux par rapport aux bâtiments existants, avec des techniques qui sont propres à la restauration de ce type de bâtiment, mais il y a un travail contemporain par rapport à l'architecture et au génie civil, comme on le voit ici, le fait de reprendre les bâtiments, des affouillements, le fait de mettre en place des charpentes qui vont permettre d'accueillir verrières et sur la partie droite, comme on le voit, donc ce grand foyer transparent qui permet de passer au travers et sous ce bâtiment de pierre, donc il lui donne une forme de légèreté ou tout au moins d'apesanteur. Voilà le travail de la charpente étant maintenant revêtue, et cette relation aussi assez importante évidemment entre le bassin, ou grâce au bassin, qui fait se mélanger dans la même vision l'architecture contemporaine et le patrimoine. Donc il y a là un dispositif qui est un dispositif qui travaille évidemment avec la lumière, qui travaille avec le reflet, qui travaille aussi avec cette idée que l'architecture contemporaine n'est pas un acte brutal, mais elle peut au contraire être totalement douce, poétique, elle peut disparaître comme je l'évoquais tout à l'heure, et elle peut rendre compte de son environnement de façon tout à fait élégante et respectueuse. La coupe, qui est une coupe, comme on le voit, très simple, et qui permet d'avoir une continuité en plan à partir du parvis de ce bâtiment, en passant par le bassin et en arrivant ensuite dans ce nouveau bâtiment. Nous avons visité, c'est tout à fait d'actualité pour nous ce projet, puisque nous avons visité lundi, à la demande du Conseil général, le bâtiment qui a été livré il y a 25 ans à peu près, qui est en parfait état, et le Conseil général nous a demandé de réfléchir aux performances, si je puis dire, du bâtiment aujourd'hui, car tout est en simple vitrage, on est dans une autre économie, on est tout à fait dans d'autres dispositifs, et donc ils nous ont demandé de les accompagner pour mener une réflexion afin de garder l'esprit de cet ensemble, et si je puis dire, de le mettre le plus possible dans une relation contemporaine en termes de développement durable. Voilà quelques éléments d'architecture. Également, on voit ici qu'on a rajouté des éléments, on a complété, et donc souvent il y a des parties de ces architectures. On l'a fait par exemple à Innsbruck, dans le cœur de la ville de Innsbruck. On a construit entre autres l'hôtel de ville d'Innsbruck. On a réalisé des morceaux de bâtiments qui sont des plagiats de parties qui existent déjà, de façon à créer cette continuité évidente, naturelle, à l'œil, du point de vue fonctionnel aussi, mais surtout à l'œil, pour passer d'un dispositif d'intervention contemporaine à une situation patrimoniale et réciproquement. L'intérieur donc de la salle du Conseil, la vue de nuit, et puis, comme je le disais, sans prendre beaucoup de précautions avec la succession des dates, effectivement, le château de Versailles. Le château de Versailles, c'est un sujet évidemment emblématique. La problématique qui était posée, qui ne se résumait pas en une phrase, mais qu'aujourd'hui on peut peut-être énoncer comme ça, en fait, le château est trop petit. Donc, le château n'est pas dans des dimensions qui permettent d'accueillir son public, l'importance de son public en nombre, mais aussi d'arriver à mettre en place un parcours de musée, car le château de Versailles est un musée, et donc d'avoir une entrée, de développer un parcours, et de ressortir par où l'on est rentré. Et donc il fallait, si je puis dire, pousser les murs, mais pas forcément au sens littéral du terme, mais plutôt dans un travail plus en volume, si on peut s'exprimer ainsi, et donc de conquérir des espaces qui n'avaient pas été utilisés, et en particulier sous la vieille aile, il n'y a pas de sous-sol,
Et donc, nous avons développé un sous-sol et de fil en aiguille, si je puis m'exprimer ainsi, nous avons effectivement, sous la cour des Princes, prolongé ce sous-sol et créé un escalier que vous allez voir, qui est le lien entre le dessus et le dessous, qui permet d'introduire aussi de la lumière naturelle dans cette nouvelle épaisseur du sol et qui va en fait créer un double niveau, une espèce de double deck entre le niveau de la galerie d'accueil et la conclusion de la visite après avoir fait le tour du château par la partie du dessous. Et donc, il y a eu un travail de réaliser qui est un travail effectivement en superposition, si je puis dire, de volume, mais aussi à l'horizontale en connexion de volumes les uns avec les autres. En fait, on a retrouvé dans l'histoire de cette vieille aile plusieurs projets qui n'ont pas abouti et qui avaient tous la même idée, c'est-à-dire de créer une galerie avec des espaces qui pouvaient être des espaces de petits théâtres ou de salles de musique ou bien de grandes salles, mais c'était la même idée, c'est-à-dire supprimer tous ces murs perpendiculaires qui venaient de l'usage d'une ancienne, c'était en fait à l'époque une ancienne écurie. Ensuite, ça a été un peu le Airbnb du roi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de salles de réunion dans le château, donc on utilisait une salle de réunion de la vieille aile. On ne pouvait plus dormir dans le château, il n'y avait plus de place, on utilisait la vieille aile. Donc il y avait ce bâtiment qui avait été toujours un bâtiment, je dirais, un petit peu à côté, et qui n'était pas rattaché, si on peut dire, dans le dispositif du château lui-même. Et donc on a effectivement créé cette galerie en s'appuyant sur les structures, si je puis dire, existantes, mais en donnant cette perspective que d'autres architectes avaient déjà proposée d'une certaine façon, mais on l'a abouti dans le sens où, à partir d'elle, on peut effectivement profiter et utiliser l'ensemble du château. On voit ici les surfaces qui ont été conquises avec la partie du dessous, également sous la cour des Princes. Et il faut savoir, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, qu'en fait, il y a des différences de niveau relativement importantes. On s'en rend compte, et le nôtre, on a été l'auteur de ces jeux de plans inclinés qui font passer, sans s'en apercevoir pratiquement, d'un niveau à un autre, et de façon, je dirais, presque avec une espèce d'évidence et d'élégance et de douceur. Donc quand on est ici, dans la cour des Princes, on est un étage plus haut que la rue d'à côté, etc. Et donc, en fait, nous ne sommes pas vraiment dans un sous-sol, nous sommes dans des jeux de topographiques qui sont, à mon avis, enfin même totalement spécifiques, entre autres, à Versailles. Donc voilà, nous sommes intervenus sous ce bâtiment 17e, ici. Vous voyez, à l'époque, c'était assez cool quand même pour les fondations. Donc, vous montez un mur en pierre sèche, vous posez le bâtiment dessus, ça tient, et ça tient toujours. Hein. Donc, il y a là aussi des enseignements qui sont très intéressants. Ça veut dire que nous sommes intervenus sur un bâtiment qui était très sain, et on a effectivement fait un travail de reprise en sous-œuvre pour aboutir à cette réponse, si je puis dire, où il y a effectivement la cour des Princes, la mise en place de cet escalier avec cette rambarde de verre, ou qui est plus exactement un prisme de verre, qui descend effectivement jusqu'au niveau du sous-sol et qui accompagne l'escalier, qui lui met en relation le bâtiment 17e, la partie 18 et 19, et lui étant, on pourrait dire, 21e. Donc voilà le travail. Encore une fois, c'est pour dire que on peut, même si le résultat est un résultat qui ne fait pas apparaître d'effort, et ça, je trouve que c'est tout. Je trouve que c'est une façon de mesurer la réussite d'un projet. Donc, mais par contre, il y a un vrai travail de constructeur et il y a un vrai travail d'intervention sur l'existant, qui n'est pas un travail, je dirais, on imagine la restauration comme étant quelque chose c'est pas une restauration de peinture, nous sommes dans de l'architecture, c'est-à-dire que nous sommes dans du physique, nous sommes dans des dimensions et dans des dispositifs qui sont des dispositifs de construction.
voilà la transformation de la Cour des Princes, la mise en place de l'escalier. On voit également toujours cette idée d'utiliser le verre comme étant un matériau qui va permettre évidemment de laisser passer la lumière, mais aussi qui est un matériau de reflet et qui va allier ces différentes architectures, décupler ou démultiplier la façade de la vieille aile, renvoyer, élargir l'escalier, etc. Et donc il y a toujours un travail d'optique dans ces dispositions qui permettent de faire vivre de façon assez aérée et fluide les différentes interventions. On voit ici le travail, entre autres, de Gaël Loriot-Prévost, qui a redécliné ou relu le design du roi, mais dans une version strictement métallique, puisque le plancher est un plancher qui est en métal, qui respecte évidemment le dessin du plancher Versailles, le plafond est en tissu métallique, et les luminaires sont eux-mêmes dans des développements de métal plié. Nous avons profité aussi d'un autre endroit qui nous a été donné, là aussi souvent grâce à un incendie, où effectivement le toit avait brûlé et la charpente avait été reconstruite en béton. Et donc on a profité de cette situation pour y introduire un petit auditorium. Et donc là on est dans un travail un peu de double pot, où vous avez ici des espèces de sabords, vous voyez, comme sur les bateaux, et qui s'ouvrent, qui laissent passer la lumière naturelle, et on entrevoit en fait la charpente, et enfin tout au moins la couverture de la vieille aile, et donc on profite de ce doublage, non seulement pour des questions évidemment de respect de tout le travail que Frédéric Didier, l'architecte de Versailles, a développé en ce qui concerne la restauration de cet ensemble, et aussi évidemment du point de vue thermique et acoustique, ça nous donne beaucoup de confort par rapport donc à ce petit auditorium qui se trouve sous les toits. On revient rapidement en dessous, on a découvert une citerne. Cette citerne, qui est dans le parcours et le processus de sortie, a été transformée en boutique par la RMN, entre autres, enfin par nous, mais à la demande de la RMN. Et donc, si je résume le projet, il y a cette partie du dessous qui est la sortie du public, avec entre autres la boutique. Le rez-de-chaussée, c'est la galerie d'accès. Le premier étage, c'est là où je voulais en venir, c'est l'étage où Alain Ducasse s'est installé. Et donc, il y a là un restaurant qui est tout à fait abordable. Je ne fais pas de la publicité pour Alain Ducasse, mais c'est quand même très intéressant de le savoir, pendant la journée, et qui est évidemment hors de prix le soir, puisque le soir, ce sont des dîners d'exception où Alain Ducasse réinterprète la cuisine du roi. Il faut savoir qu'il y a des grandes discussions entre les experts, parce que les cuisines étaient loin, et donc le roi mangeait toujours froid. Donc après, il y a des discussions d'experts pour savoir si c'est très froid, à moitié froid, tiède, etc. Toujours est-il que ce que fait Ducasse, c'est tout à fait à bonne température. Voilà. Le domaine de Chantilly, ça c'est un projet qui pour l'instant n'avance pas, disons, mais c'est plutôt donc une réflexion. Le domaine de Chantilly, dans son ensemble, appartient à l'Institut de France. Dans le domaine de Chantilly, il y a la Fondation Aga Khan. Et cette fondation a différents projets qui font vivre d'un point de vue culturel le Chantilly. Il y a en particulier les grandes écuries. Et dans les grandes écuries, à la demande de Henri Loirette et de l'Aga Khan, on a réfléchi à mettre en place un musée du cheval qui raconterait l'histoire de l'humanité. Et donc, on a cherché à faire revivre ces grandes écuries qui sont absolument sublimes. C'est certainement, pour le grand bâtiment, les écuries elles-mêmes, l'un des plus beaux bâtiments du XVIIIe siècle français. C'est une merveille des merveilles. Et donc, on a cherché à évidemment conserver les spectacles équestres qui ont lieu là-bas, mais les repositionner
aussi bien pour le bien-être des chevaux, d'un point de vue de l'hygiène, que pour les spectateurs, et de libérer cette grande nef qui longe l'hippodrome que vous connaissez, et de réinvestir en parallèle donc les cours. Et cette grande nef des écuries, c'est ce que nous voyons ici sur ces images, mais ce n'est pas seulement ça, puisqu'il y a un étage. Et en fait, il y avait 400 stalles de chevaux dans cette grande nef, et au-dessus, tous ceux qui s'occupaient des chevaux. Et donc, sous ce toit, qui est actuellement en restauration, et c'est Pierre-Antoine Gatier qui s'en occupe, il y a un étage extraordinaire qu'avec Henri Loirette, on a cherché à remettre en ordre, mais aussi en usage, et afin de prolonger le musée dans sa partie haute, avec en particulier cette rotonde sublime qui se trouve au cœur de cette grande galerie, et d'autres dispositifs. Voilà le petit chapiteau que l'on a imaginé pour accueillir le spectacle équestre, qui est aujourd'hui sous la rotonde, ce qui est un peu dommage, parce que la rotonde est vraiment extrêmement très très belle, les balcons, l'ornementation est absolument sublime, et donc le fait de sortir le spectacle équestre et de l'appuyer un peu comme à Vicence sur un bâtiment existant, un bâtiment 19e, ça donne évidemment déjà un décor, et surtout ça libère cette grande nef dans laquelle on peut installer ou réinstaller des éléments de la collection, et de faire revivre ces grands volumes. Alors vous voyez la dimension des personnages, qui est évidemment correcte, par rapport à la hauteur des murs, en fait, puisqu'il y avait des stalles toute longueur. Donc, lorsqu'on entre dans cette nef, on ne voit que de la pierre lumineuse. Pour ceux qui connaissent la merveille, le cloître en haut du Mont Saint-Michel, c'est exactement le même principe. Vous entrez, vous ne voyez que de la pierre, mais il n'y a que de la lumière. Donc, ça, c'est ce que l'architecture nous offre quand elle est belle. Voilà, avec quelques vues, un très très bel endroit. Autre projet, à Paris celui-ci, projet que nous avons gagné dans le cadre de Réinventer Paris, sur l'esplanade des Invalides, à partir de réflexions qui ont été développées sur effectivement les ressources que pouvait nous apporter le dessous de nos villes, et entre autres ce collage pour stimuler l'imagination de nos élus, qui se sont dit quand même, c'est peut-être que le dessous de cette pelouse, qui est quand même un dessous assez répugnant, pour dire les choses rapidement, où il n'y a pas grand-chose, et même il n'y a franchement rien, et ce qu'il y a peut-être n'est franchement pas intéressant, ce dessous pourrait justement retrouver vie, comme ça a été le cas autrefois, lorsqu'il y avait la première gare du Grand Paris, puisque c'est comme ça que je l'appelle, puisque arrivait ici, frontalement, donc le réseau ferré, pour déboucher ou sortir à partir donc de ce bâtiment. Donc en fait, tout le dessous est comment dirais-je, occupé ou occupable, et le projet du Réinventer Paris, c'était effectivement de redonner d'une certaine façon à Juste Lich son origine, puisque on voit très bien que son bâtiment allait jusqu'au sol, et on a donc retravaillé d'une certaine façon la partie basse, ou tout au moins la proximité de la partie basse du bâtiment, avec le système des voies qui venait frontalement embuter sur la gare, et également développer au sein de l'enveloppe de ce bâtiment, de l'enveloppe de pierre, une installation qui ne touche pas aucune façade. Là aussi, c'est un travail qu'on réalise avec Pierre-Antoine Gatier, et qui est un travail qui va voir, si je puis dire, sa mise en place en partie, certainement de façon
préliminaire avec les Jeux Olympiques, puisqu'il y aura des épreuves olympiques sur l'esplanade des Invalides, et ensuite, en héritage, évidemment, pour le quartier. Voilà donc différents modes d'occupation, avec là aussi la recherche d'aller au-delà du périmètre strict de la carcasse de pierre, pour ce qui était vrai à l'époque d'ailleurs, c'est pas une idée extrêmement nouvelle, si ce n'est qu'elle retrouve du point de vue de l'usage son sens, et donc on voit bien ici apparaître le prolongement. Il faut savoir que Françoise, c'est non seulement la partie de restaurant qui se trouve ici, mais autrefois il y avait aussi Françoise là, qui était un bistrot, c'était la même boutique, parce que en fait on arrivait ici. Donc il y avait dans l'organisation de la gare, dans le travail, si on peut dire, de cette épaisseur du sol, il y avait tous les dispositifs d'accueil, d'accompagnement de ces publics qui découvraient Paris et qui arrivaient par cette gare pardon, au cœur de la ville. Voilà la mise aussi en évidence de cette charpente, entre autres, le travail par rapport à l'esplanade et le fait d'arriver à, là aussi pour des questions de PMR, entre autres, d'arriver à relier tous les niveaux entre eux et au travers ou grâce à cet escalier, je dirais, à plusieurs rotations d'une certaine façon. Autre travail sur la place de l'Étoile, ça c'est un projet sur lequel on est assez têtu, et c'est non seulement un travail de fiction, comme on va pouvoir le voir avec quelques collages, mais c'est aussi l'idée d'organiser une continuité du grand axe historique à partir des Champs-Élysées vers la Grande Armée et évidemment vers la Défense. Donc le travail que l'on fait en termes de collage, on le voit ici, on réutilise, ou plus exactement on utilise des projets que l'on a déjà faits ou des projets qui existent. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'utopie. On est dans l'expertise, c'est-à-dire que ça, on sait le faire. Vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, ce que vous avez vu sur l'esplanade des Invalides, c'est le mémorial du Vietnam à Washington. Donc, on est dans des références qui sont des vraies références construites que l'on introduit et qui dans d'autres situations et qui révèlent évidemment le lieu. Alors, l'Arc de Triomphe, c'est un sujet très intéressant. Ça fait l'objet d'un réinventé 2 qui n'a pas abouti pour des questions plus juridiques qu'autre chose, mais vous allez en voir quelques exemples. Et donc, l'idée, ce n'est pas d'excéder la partie pavée de l'Arc de Triomphe, mais au contraire de substituer à cette surface pavée, cette surface vitrée, avec l'idée de mettre en relation, évidemment, les réseaux du dessous, et aussi, évidemment, les fondations de l'arc, mais les réseaux du dessous avec le dessus. Voilà les réseaux du dessous. Alors, ça paraît un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça, parce que vous voyez que tous les réseaux sont ici. C'est-à-dire que les réseaux occupent à peu près un tiers de la circonférence de l'arc, ce qui veut dire que tout ça est libre. Et si on réalise devant chaque hôtel particulier une entrée, on pourrait avoir 12 entrées qui nous permettraient d'accéder à un lieu qui convergerait vers l'extension ou la mise en place, plus exactement, d'un mémorial au pied de l'Arc de Triomphe. Donc, on voit bien que même des situations qui paraissent assez compliquées, en fait, on pourrait arriver à les démêler de façon, étape par étape, évidemment, de façon assez efficace, afin de profiter justement de ces liens qui nous sont donnés et qui n'ont aucune communication les uns avec les autres. C'est-à-dire, quand vous voyez ça,
Vous prenez un couloir et vous ne prenez que ce couloir et vous sortez par la sortie qui est au bout de ce couloir. Donc on est bien dans un système souterrain bien connu, c'est-à-dire un système totalement autiste où chacun développe son réseau pour lui-même sans aucune connexion avec le réseau voisin. Alors qu'en fait, on a là une superposition de réseaux. Mais quand je dis une superposition, ça veut dire on creuse, on casse un plancher, on casse un mur et on est déjà dans l'autre réseau. C'est-à-dire on n'est pas en train de faire, on n'est pas dans le offshore. On est dans la cartographie, je dirais, lisible, ou tout au moins rendue lisible, d'un ensemble d'infrastructures qui peuvent être mutualisées, qui peuvent communiquer les unes avec les autres. Donc la proposition qu'on a faite comme un premier pas dans le cadre de Réinventer Paris, c'est là aussi d'utiliser de façon, si je puis dire, plus mutualisée ce passage souterrain qui appartient à la ville de Paris et qui était un passage souterrain à voiture et qui permettait d'aller des Champs-Élysées jusqu'à la Grande Armée en passant par ce boyau. Le long de ce boyau, il y a un mur et derrière le mur, il y a un passage que vous connaissez peut-être qui est un coupe-gorge, donc il faut quand même être assez prudent, qui vous permet d'arriver jusqu'à l'Arc de Triomphe pour visiter le monument. Donc ce que nous avons fait, nous avons abattu ce mur, élargi le passage, de façon à avoir un peu plus de confort. Mais surtout, ce que l'on a réalisé, évidemment, c'est un travail sur les entrées, donc la possibilité de circuler différemment, mais nous avons surtout, au pied du monument, mis en place un lieu qui est creusé dans cette circonférence que vous avez vue tout à l'heure et qui permet d'avoir une vue en contre-plongée tout à fait forte et très émotionnelle sur l'arc et qui permet d'accueillir ces visiteurs. Il faut savoir que l'Arc de Triomphe, c'est à peu près 4 millions de personnes qui tentent d'y aller, il n'y en a qu'1 million qui arrivent au sommet. Donc, je ne sais pas si par rapport à l'Everest c'est intéressant, mais toujours est-il que tout le monde n'y arrive pas. Mission d'étude sur l'île de la Cité, rapidement, c'est pas pour parler de Notre-Dame, mais c'est pour dire qu'il y a là aussi un travail qui organise en fait une stratégie un petit peu en 3 couches. Vous allez le voir, une couche qui est la couche du dessous, puisque la question que François Hollande a posée, c'est comment peut-on réactiver l'île de la Cité, la faire revivre grâce ou à cause du départ du tribunal, puisque à l'époque, le tribunal était encore là, il n'avait pas encore déménagé dans le très beau bâtiment de Renzo Piano. Donc la question était posée. Aujourd'hui, la question se pose, mais à partir de Notre-Dame. Et donc, c'est une autre façon de révéler l'île. Et le travail que nous avons fait, c'est effectivement un travail de révélation, même dans la présentation, puisqu'on a édité des cartes. L'île avait complètement disparu de la carte. C'est un endroit où on ne fait que passer, et plus on passe vite, en général, plus on est heureux. Et si on s'y arrête, c'est qu'on a des raisons qui ne sont pas forcément très heureuses de s'y arrêter. Et donc l'idée, c'était de trouver des lieux, ou tout au moins des ressources, en termes de disposition, de mètres carrés et d'organisation, afin de régénérer l'île. Ça veut dire que les institutions puissent se redéployer, puisque, je ne sais pas en mètres carrés, mais on doit approcher les 95% de mètres carrés appartenant à la puissance publique sur l'île. Donc, le principe, ça a été de poursuivre d'une certaine façon, ou plus exactement, de profiter du travail du baron Haussmann. Car Haussmann, qui était parfaitement efficace, et avec son équipe d'ingénierie de l'époque, qui était même encore plus efficace, ont aplani l'île. C'est-à-dire que vous avez ici une côte au niveau de la place Dauphine qui est la même que celle devant la cathédrale. Donc Haussmann a créé un plan horizontal. Ça veut dire plus d'archéologie, plus rien, etc. Enfin, c'est ce qu'a fait le 19e à peu près partout, là où il est intervenu globalement. Donc, une surface plane. En dessous, il y a tout, il y a Lutèce, etc. En dessous, il y a tout ce qu'il faut en termes d'archéologie. Mais par contre, une surface plane à partir de laquelle ils ont bâti
les bâtiments institutionnels, c'est-à-dire l'idée d'une île administrative. Donc on a une espèce de niveau zéro, et ce niveau zéro, effectivement, est même très intéressant, parce qu'il permet d'imaginer, par exemple, un développement des socles et du dessous. C'est-à-dire, quand vous voyez le passage de ce plan, qui est certainement imparfait, parce que nous n'avons pas toutes les données, mais voilà déjà ce qu'on a pu essayer de collecter comme ensemble qui se trouve à la base des bâtiments que vous voyez, que ce soit des éléments de transport, la crypte, et plus exactement la parking qui se trouve ici, mais aussi la crypte, le dessous de l'hôtel-dieu, etc. Et donc, en faisant un travail, si je puis dire, de jonction, de connexion, on arrive à développer des surfaces qui sont relativement importantes, et surtout, elles sont pas seulement importantes en quantité. Il faut savoir qu'il y a quand même 50 000 mètres carrés de parking sur l'île, donc c'est déjà une offre. Ce sont des surfaces qui deviennent qui ont une valeur parce qu'elles vont vivre ensemble et permettre de lier. En fait, et c'était ça notre idée avec Philippe Bellaval, c'était de lier ces bâtiments entre eux et que ça soit vraiment une île monument et que l'avenir de chaque institution se trouve au-delà d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle se trouve mutualisée avec les autres. Et donc à partir de ce socle que nous a donné Haussmann, on a fait ce travail de connexion. Également, bon ça c'est rapidement pour situer les différents bâtiments, mais surtout une autre lecture qui nous a beaucoup intéressé, c'est le fait qu'en fait on a l'impression que cette île est très très occupée. C'est effectivement une impression en termes de perception, parce que les bâtiments sont monumentaux, il y a une monumentalité de l'architecture sur l'île, mais en fait, ils occupent un tiers de la surface. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui, du point de vue de la densité, en termes d'emprise au sol, est très faible. Ce qui veut dire que l'espace public, que l'on connaît, que d'ailleurs à ses chiches, puisque la police occupe une bonne partie de l'espace public, on peut à peine passer. Bon, toujours est-il que ça, c'est une autre condition de réactivation de l'île, c'est-à-dire de libérer l'espace public et surtout d'utiliser tous ces espaces intérieurs à ces bâtiments afin de créer des lieux qui permettent de régénérer et de redéployer l'institution sur elle-même, comme l'ont fait un certain nombre de musées comme le Smithsonian ou le British Museum, mais sans aller si loin, juste en traversant la rivière. Il y a un endroit qui s'appelle le Louvre, où il y a des cours couvertes qui sont absolument sublimissimes. Donc là, il y a aussi une richesse qui permet, encore une fois, d'organiser et de pouvoir projeter, si je puis dire, dans le futur, des possibles. Et c'est le travail que nous avons fait, qui est un travail, comment dirais-je, de proposition de possibles, qui s'opère suivant 3 strates. La strate du dessous, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais dans l'épaisseur, si je puis dire, des socles haussmanniens. La strate, évidemment, de l'espace public, avec effectivement cette offre importante en termes de surface, et puis la strate du dessus, qu'on a appelée l'île de verre, c'est-à-dire la possibilité de couvrir ces espaces extérieurs, ce qui apporte évidemment des lieux de vie complémentaires, mais aussi une durabilité. Lorsque vous couvrez une cour, c'est 40% d'économie d'énergie, immédiatement. C'est-à-dire que soit on double par l'extérieur les bâtiments historiques, je pense que ça, il y a beaucoup de fans ici dans la salle qui sont pour cette idée, soit on ne le fait pas, mais on a quand même des bâtiments qui sont des passoires. Et donc, le fait de faire un travail qui est un travail d'architecture, qui prend en compte l'architecture et l'architectonique en termes d'héritage, qui vient de l'héritage, et de l'organiser par rapport à des dispositifs qui permettent d'y introduire de nouveaux usages ou d'y développer d'autres types, si je puis dire, d'organisation, c'est quelque chose qui nous semble là aussi extrêmement intéressant en termes de durabilité pour pérenniser et faire vivre notre patrimoine. Ces images ne sont pas seulement des vues d'artistes, c'est là une première tentative de numérisation de l'île de la Cité.
C'est donc un travail que nous avons fait de créer un modèle 3D. Ce modèle 3D est assez évidemment amusant aussi parce que il y a une application qu'on peut trouver sur nos téléphones, Mission Île de la Cité, et vous pouvez vous balader dans l'île de la Cité, et c'est quelque chose qui a été très apprécié, en particulier évidemment par le public étranger lorsqu'ils ont visité l'exposition qui a eu lieu à la Conciergerie à la fin du mandat de François Hollande. La notion de sol, rapidement pour vous, quelques gestes qui sont des gestes là aussi qui font la démonstration qu'on n'est pas dans des projets qui développent des économies très excessives, on est plutôt dans la recherche d'une certaine pacification et surtout la recherche de mettre et d'organiser des dispositifs qui lient les choses, lient au sens liaison, c'est-à-dire qui lient les choses entre elles, afin, là aussi, d'imaginer cette idée de nouvelle identité, de nouvelle relation entre le citoyen et l'institution. Sous ce parquet Versailles que vous pouvez trouver dans la cour royale, se trouve en fait une grande salle des pas perdus qui est reliée au transport en commun, donc à la station de métro, que vous avez ici dans cette partie-là. Vous avez l'utilisation du parking, une salle de contrôle de la ville de Paris qui est globalement jamais utilisée. Vous avez des galeries historiques qui viennent du métro, qui reliaient autrefois le palais de justice, la préfecture de police, l'hôtel-Dieu, etc. Et donc tout cet ensemble est réorganisé comme une grande salle des pas perdus qui permet d'accueillir l'ensemble des citoyens à l'abri, qui permet de les contrôler, c'est quand même une grande fonction de l'île, et qui permettent aussi de les renseigner et donc de jouer le rôle, mais un rôle cette fois-ci d'accueil de l'ensemble de ces populations, et ensuite de les diriger vers les institutions. Donc il y a au travers de ce projet pas seulement une question de protection du patrimoine, il y a aussi la relation du patrimoine avec le citoyen et avec l'idée assez autoritaire, globalement, que le patrimoine développe par rapport aux citoyens. Donc c'est aussi un sujet, je dirais, assez politique et qui viendra dans nos informations dans quelques mois. Donc il y a là vraiment une action de l'architecture qui est une action qui va au-delà du travail, si je puis dire, constructif, comme on l'a vu tout à l'heure, mais qui est vraiment un travail de porter et d'accompagner des projets économiques, sociaux et politiques. La promenade le long de la Seine, l'ouverture sur la Seine, il y a des photos qui montrent, pas dans cette présentation, les arcades de l'époque qui constituaient les fondations de l'Hôtel-Dieu, etc. Vous connaissez certainement ces présentations, avec là toujours l'idée de montrer que derrière les murs se cachent quelques bonheurs, voilà, et qu'on pourrait peut-être arriver à pied, à partir de l'eau, découvrir la crypte en gommant ce parking, et donc même de l'étendre et d'arriver jusqu'au pied de la cathédrale. Il y a évidemment, comme vous le savez, beaucoup de réflexions actuellement sur la Seine, la réutilisation du fleuve, le développement du fleuve, le fleuve qui apparaît de nouveau comme étant le lien et l'origine de la région. Donc il y a des volontés et des orientations politiques très fortes qui considèrent, à juste titre d'ailleurs, que la Seine est vraiment l'union de l'ensemble de nos territoires. Et donc, sans aller si loin, mais juste en traversant la Seine, la transformation de la poste du Louvre pour finir. Donc, un bâtiment qui est un bâtiment extrêmement imposant, puisque lorsque Guadet a fait cette proposition de bâtiment, il avait l'ordre de la part du baron que certainement de construire une usine, parce que c'était une usine, cette poste, une usine dans la ville, il fallait qu'elle soit monumentale. Et donc, Guadet a réalisé un bâtiment vraiment génial,
Il n'en a pas fait beaucoup, c'est pratiquement le seul d'ailleurs, mais vraiment génial, où il gère la dimension monumentale, la dimension industrielle, de façon, je dirais, avec une espèce de naturel, si on peut dire. Et ce dispositif entre la croûte de pierre de la Poste, qui est autostable, c'est-à-dire que ce que vous voyez ici, toute la modénature de la façade, tous les appareils d'étaiement, enfin de contreventement, pardon, et les renforts, voilà, ce n'est pas de la décoration, ça permet aux murs de pierre de tenir seuls. C'est-à-dire quand vous désossez l'ensemble intérieur qui n'est qu'en métal, c'est quand même une vision totalement moderne et contemporaine de ce qu'on pourrait appeler un îlot, donc on a une croûte de pierre qui est autostable. Et puis à l'intérieur, on a effectivement les charpentes de Guadet. Voilà par exemple une image de maquette qui explique un petit peu la situation et le travail qui a été fait, qui est un travail, je dirais, assez complexe, puisqu'on a quand même creusé un sous-sol complémentaire, bon, qui donne effectivement des compléments en mètres carrés. Bon, ça se discute, mais enfin, disons qu'on l'a fait, et c'est bien fait. Ceci dit, c'est plutôt quelque chose qui était assez complexe à réaliser, puisque pendant qu'on creusait, on construisait au-dessus. Donc là aussi, encore une fois, l'intervention sur des bâtiments existants et des bâtiments patrimoniaux sont des interventions qui demandent une vraie connaissance de la construction et de l'ingénierie. Et puis, petit à petit, on a donc isolé, comme je l'évoquais tout à l'heure, cette périphérie. Vous voyez le sous-sol qui a été réalisé. On a isolé cette périphérie. On a également reconstruit la toiture qui, elle aussi, avait brûlé dans les années 70. Et on a cherché à réinstaller la cour industrielle de l'époque. Et donc, on n'est pas du tout dans un dispositif de cour intérieure privée, si je puis dire. On est vraiment dans une logique d'une cour industrielle qui va être traversée de part en part avec un certain nombre effectivement, de charpentes. Et quand je dis un certain nombre, ça veut dire beaucoup de charpentes qui ont été évidemment préservées, mais qui ont été aussi pour une partie restaurées, car la Poste, il y a une alliance assez intéressante entre le patronat et la CGT, c'est-à-dire que la Poste n'a jamais réussi à être ni inscrite ni classée, et pourtant elle a été présentée pendant des années sur la liste potentielle de l'inscription et du classement au niveau du ministère de la Culture, mais des ordres conjoints ont fait que ce thème n'est jamais arrivé à l'ordre du jour. Et donc il y a eu effectivement des interventions qui étaient vraiment des actes de barbarie, comme par exemple la mise en place d'un entresol parking sur lequel effectivement on pouvait stationner les petites voitures jaunes. Et donc vous imaginez que les poutres et les poteaux évidemment étaient très très endommagés. On a fait donc un travail de réhabilitation, restauration d'un certain nombre, et également donc l'utilisation de ces charpentes et de ces structures. Au-delà de l'aspect design que vous voyez ici, là, sur les charpentes, etc., il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire, ce sont les volumes. Et ça, là, c'est le génie de Guadet, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un bâtiment de 2-3 étages, en fait, c'est le double. Chaque fois, c'est le double. C'est-à-dire que dans le dessin de Guadet, il y a un travail, et ça c'est très 19e, la façon dont il réglait les bâtiments publics par rapport aux rues, la façon d'avoir le sentiment qu'on entre de face alors que l'entrée n'est pas vraiment au centre. Enfin, il y a vraiment un génie du dessin, un talent extraordinaire du dessin qui manipule les proportions afin qu'on ait un certain type de perception. Et donc on a l'impression que la Poste du Louvre est un bâtiment, bon, certes, assez présent de par son architecture de pierre, mais en fait c'est un bâtiment qui offre un ensemble de volumes et de lumière et d'espace tout à fait extraordinaire, et que j'espère que vous pourrez voir
à peu près dans un an, c'est-à-dire peut-être, enfin au niveau de l'automne prochain, je pense qu'on devrait en être venu à bout de cette chose, un bout qui est un bout qui va encore se prolonger, puisque c'est quand même un des projets qui annonce les Réinventer Paris, car on est dans un projet totalement et soutenu très fortement par Anne Hidalgo du point de vue de la mixité, puisque bien sûr il y a la restitution du bureau de poste historique. On a retrouvé d'ailleurs des peintures qui sont en cours de restauration. Donc il y a bien le bureau de poste qui H24. On n'ira plus tamponner son courrier peut-être à minuit moins 5, mais lui il fonctionnera jour et nuit. On a évidemment des commerces, mais on a aussi une petite halte-garderie, un petit commissariat, il y a une vingtaine de logements sociaux, il y a des bureaux et un hôtel sur le toit, entre autres. Donc, vous voyez, on est bien dans un autre type de dispositif. Il y a également 5 porches qui permettent de traverser cet îlot de part en part. Également, le passage Gutenberg, qui était complètement obstrué par un édicule technique, va être libéré, et donc on va pouvoir circuler, si je puis dire, autour de la Poste du Louvre, de façon comme autour d'un îlot parisien. Le travail que nous avons fait, entre autres sur les façades, est un travail qui renvoie à ce que disait Gadet. J'ai pas d'image là, mais j'essaie de vous l'expliquer. Gadet disait à un moment, il l'a écrit, qu'il avait voulu construire un mur percé. 1898. C'est quand même une cinquantaine d'années avant notre ami Corbu. Bon. Donc il a fait un mur percé. Pourquoi il a fait un mur percé? Entre autres parce que ça pue dans la Poste du Louvre. Et pourquoi ça pue? C'est parce qu'il y a des voitures à chevaux. Et donc en fait, tout est ouvert, en partie basse. Ils arrivent avec les voitures à chevaux pour transporter le courrier, apporter le courrier, sortir, etc. Et donc tout le rez-de-chaussée est un rez-de-chaussée complètement ouvert. Et donc cette idée de mur percé correspond bien aussi à des dispositifs industriels qui sont liés aussi à l'architecture de métal. Et donc Gadet écrit un mur percé. Et le travail que l'on a fait est un travail justement, une forme d'absence des parties vitrées, et ces courbes que l'on commence à voir sur place mettent en avant, au sens propre comme au figuré, la partie de pierre et créent une espèce d'abstraction, tout au moins d'absence d'une fermeture. C'est d'autant plus vrai que ces formes courbes, convexes ou concaves plus exactement, viennent attraper, on crée des reflets par rapport au voisinage, et on a l'impression que en fait ce bâtiment est habité par d'autres bâtiments, et même que les bâtiments voisins se prolongent à l'intérieur du bâtiment lui-même. Donc ce sentiment d'être entièrement poreux et d'être dans un système où la fermeture, si je puis dire, de l'architecture elle n'existe pas, est quelque chose qui, je pense, devrait être tout à fait savoureux, aussi bien de jour comme de nuit, puisque ce bâtiment vivra donc H24. Et je finirai par ce collage, qui est notre affiche de militants. C'est notre définition de la métropole, où vous voyez donc le projet de la Poste du Louvre ici, avec la protection donc de la structure patrimoniale, le métal, la pierre, comme on vient de l'évoquer, l'usage ou l'ensemble des usages reconfigurés autour de cette cour ouverte. Il pleut dans cette cour, ce n'est pas un atrium. Et puis on a collé, à partir du pied, d'ailleurs là où il le faut, la gare de Villejuif que nous réalisons dans le cadre du Grand Paris, qui est donc lui aussi un espace ouvert. C'est une gare de métro dans le réseau du Grand Paris où il y aura une connexion, un croisement, une correspondance entre la ligne 14 et la ligne 15, et l'on viendra prendre son métro à 50 mètres de profondeur, sans galerie, sans tunnel, à la lumière naturelle. Et donc on a là la définition de la métropole, tout au moins de la métropole européenne, c'est-à-dire la capacité de protéger une structure historique de la ville, des structures architecturales certainement, mais aussi de développer par le dessous un réseau qui soit en fait le prolongement de la ville du dessus et également
un lieu de ressources et de développement pour notre métropole, qui va être dans les prochaines années la métropole la plus importante de l'Europe, car en fait, ces 12 millions d'habitants vont petit à petit voir apparaître une foultitude de projets. Le terme n'est pas choisi de façon innocente. Nous sommes dans un développement extraordinaire de la métropole. C'est un sujet qu'il faut qu'on arrive à partager avec l'ensemble des gens qui vivent en métropole. Il n'y a jamais eu, peut-être aux époques que l'on a évoquées au XIXe siècle, mais il n'y a jamais eu autant de projets, autant d'investissements qui vont être réalisés dans les 20 prochaines années, qui vont transformer Paris en une des métropoles les plus extraordinaires de la planète. Donc voilà, donc je vous invite la prochaine fois au nouveau hub Châtelet-Les Halles, qui en fait s'appelle Pleyel, puisque la Pleyel, juste pour votre information, il y aura autant de lignes qu'aujourd'hui sur le hub Châtelet-Les Halles. Donc à bientôt. Merci beaucoup Dominique pour cette brillante conférence qui mêle la théorie et la prospective. Voilà, tu nous emmènes déjà dans 2030, voire même 2050. Une conférence qui mêle aussi l'art de construire et le génie de se glisser dans les bâtiments, et je dirais plus souvent sous les bâtiments. Et puis, une conférence aussi qui rappelle l'importance de l'articulation entre l'architecture et l'espace public. Donc là, je crois que là, il y a beaucoup de messages ce soir. Je voudrais dire aussi au public que, évidemment, vous êtes un peu surpris que vous pensiez peut-être avoir une conférence sur Notre-Dame. Mais je rappellerai que déjà, 10 jours après le drame, nous avions ici invité Dominique Perrault avec Bernard Desmoulins et Pierre-Antoine Gatier à justement imaginer et leur demander un regard contemporain sur Notre-Dame, et qu'avec l'école de Chaillot, nous ouvrons ce soir une grande série c'est un cycle qui va alterner conférences et discussions autour de Notre-Dame. Donc là, ce soir, on va considérer ça comme une mise en perspective, en effet, de cette attitude à l'égard du patrimoine. Alors, nous avons un peu de temps pour des questions. Est-ce que... Oui. Qui voudrait ouvrir ? En attendant que la question monte, Dominique aurait pu évidemment montrer bien d'autres exemples. Il y a un autre chantier à l'œuvre. Il a été très discret ce soir sur ce sujet, mais je voudrais quand même rappeler qu'il a participé au sauvetage d'un des grands bâtiments industriels œuvre de Claude Vasconi, donc qui est le dernier vestige de Renault sur le trapèze de Boulogne-Billancourt, et donc qui va se tertiariser, et donc qui va devenir le siège de BNP Paribas. Et donc là, on a un exemple, là encore, qui renforce la théorie de Scarpa, qui disait, dans les années 60, conserver, c'est transformer. Donc on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà, maintenant, on vous ouvre, si vous voulez bien. Voilà, je vois les bras qui se lèvent. Oui, voilà. Bonjour. Moi, ma question, c'est, avec toute l'admiration pour votre travail, vous avez beaucoup cité Réinventer Paris. On pourrait aussi citer Réinventer les places, qui ont fait un travail sur l'espace public vivant, qui ont réduit la place de la voiture et pour les piétons. Donc, si on prend par exemple le projet sur l'Arc de Triomphe, je trouve que vous ne prenez pas parti dans cette direction de la réduction de la place de la voiture et d'aller à pied en surface à l'Arc de Triomphe. Et ce raisonnement par rapport à Notre-Dame, je trouve qu'il aurait aussi une certaine légitimité, même si vous révélez qu'il y a des sous-sols intéressants, la crypte, etc. Pourquoi pas effectivement faire ce travail que vous appelez de régénération, mais le bilan au total, est-ce qu'on ne va pas vers un espace public et des boutiques sur rue qui vont
fragilisés, qui vont être fragilisés en créant ces espaces connectés du sous-sol, quoi. Voilà, c'est un petit peu cette mécanique, ce système un peu presque obsessionnel que vous réussissez avec maestria dans certains sites. Est-ce que sur d'autres sites, un raisonnement différent ne pourrait pas s'appliquer? Alors, oui, vous avez raison, parce que là, vous avez eu une présentation avec un certain angle d'approche qui traite, si je puis dire, l'intervention architecturale. Bon. On développe d'autres plateformes de recherche, dont une qui comment dirais-je, on commence, enfin on avance, mais qui consisterait à imaginer que l'espace public dont vous parlez soit un espace qui soit qu'un espace de circulation. Je m'explique. C'est-à-dire on ne stationnerait plus dans la rue. Et ça change beaucoup les choses. Parce que la rue, en termes de déplacement, surtout avec l'évolution des moyens de déplacement qui arrivent, devient donc un lieu qui permettrait d'aller de façon confortable d'un endroit à l'autre, qui permettrait aussi d'utiliser la rue comme un endroit avec des espaces qui sont liés justement aux immeubles, aux activités au pied d'immeubles, comme vous l'évoquez, et d'imaginer sous la rue les lieux de stationnement. C'est-à-dire l'idée de considérer, et ça c'est un travail qu'on fait d'une façon plus ou moins consciente, c'est le travail sur l'obsolescence. Quand on travaille sur le patrimoine, nous on travaille sur l'obsolescence en fait. On ne travaille pas sur le patrimoine pour le garder. On travaille sur l'idée qu'il y a une obsolescence. Et que cette obsolescence, et je crois que c'est un peu quelque chose de très contemporain, et c'est ce sur quoi travaillent beaucoup de gens dans le monde, c'est comment arriver à régénérer des situations qui existent. Et donc le parking, pour poursuivre mon propos, le parking est un lieu d'obsolescence. D'abord, c'est même pas un lieu, c'est à peine une infrastructure, et pourtant c'est un élément qui occupe de grandes surfaces et de grands volumes dans la ville. Et donc on réfléchit à ce que le parking devienne un endroit où on s'arrête, où on peut poser des choses, on peut rencontrer, on peut aussi être équipé. C'est-à-dire que c'est assez clair que la voiture va devenir une plateforme comme nos téléphones, c'est un peu la même évolution que le téléphone, si on regarde un peu les étapes. Et donc, on réfléchit à ce que l'espace de la ville soit un espace qui ne soit plus un lieu où les éléments de mobilité soient stationnés. Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on travaille, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est-à-dire que ça veut dire que le parking devient de l'immobilier, le parking devient de l'équipement, etc. Le dessous, c'est le lieu du stationnement, pardon, et c'est vrai aussi pour les questions de logistique. Et donc, là aussi, il y a quelque chose qui va donner, enfin, c'est ce que nous pensons, un nouveau statut, une nouvelle qualité à l'espace de surface. Mais quand vous prenez Pat, qui fait ses dessins, ou vous prenez les Esnard ou les ingénieurs du temps d'Haussmann, vous prenez leur coupe, c'est déjà là. Mais les dispositifs sont différents, puisque eux, ils font circuler le gaz, l'eau, les égouts, etc. Et donc, on est dans cette réflexion de réinvestir ce dessous comme étant un lieu de service, un lieu également de vie, pour dire les choses. Voilà. Et donc voilà. Donc c'est vrai que le projet de l'Arc de Triomphe que vous avez évoqué est un projet pour moi parfaitement fondateur de ce développement du dessous, parce que ce que vous avez vu,
c'est que la partie, je dirais, centrale du dispositif, ce que l'on imagine, c'est effectivement cette corolle, si je puis dire, qui se développe plus largement jusqu'au pied des immeubles, et une place de l'Étoile tout à fait différente en termes d'usage, de déplacement et finalement de perception. Voilà ce qu'on pense, mais on va petit à petit le dessiner. Autre question, monsieur? Oui, bonsoir, merci. Je crois voir dans les différents projets, pour des raisons économiques évidentes, un développement d'espaces de consommation, voire de mercantilisation de l'espace urbain. Je voulais savoir dans les années, les décennies à venir, quelles places sont données, offertes, ouvertes à 4 types d'espaces. L'espace vide, les espaces verts, les espaces de rencontres physiques publiques et les espaces culturels publics. 4 types d'espaces. Vide, vert, rencontres, culturelles. Moi, je croyais qu'on était sorti du mouvement moderne avec le zonage, là, et le zoning. Je veux dire, ce que vous décrivez, c'est une structure complètement sclérosante. Je veux dire qu'il faut partir de la perception des choses. C'est-à-dire que vous avez ce que vous voyez, ce que vous vivez. Et dans ce que vous voyez, dans ce que vous vivez, vous avez tout ce que vous venez de dire et bien d'autres choses. Et donc, si vous voulez, on peut aborder la discussion sur la gare du Nord, par exemple. Hein? Par exemple. Bon. Donc, là, je dirais, comment dirais-je, on ne pense plus, et on ne peut pas penser, surtout, c'est pas du tout opératoire, des dispositifs qui sont des éléments qu'on ajoute les uns avec les autres ou qu'on considère les uns par rapport aux autres. Les choses sont plus, pas complexes, mais disons qu'elles sont plus hybrides, elles se dosent de façon différente suivant les lieux, suivant les programmes, suivant le moment, et c'est ce que je trouve absolument formidable pour les architectes et pour l'avenir de l'architecture, parce que nous sommes incontournables dans ce dispositif. Parce qu'il n'y a que nous qui sommes au carrefour et en capacité de régler ces dosages entre les différents faisceaux d'information. Voilà. Donc je trouve ça pas mal, quoi. Moi, tel que je le vois, je trouve ça pas mal. Mais ce que vous me décrivez, pour moi, je ne sais pas faire. Ça ne me parle pas, ça ne veut rien dire. Autre question, monsieur? Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question par rapport à la question de conservation du patrimoine. Excusez-moi, vous êtes où voilà, c'est très bien. Oui. Voilà. Et en fait, le principe de réversibilité dans la conservation du patrimoine, qui est un principe central, je crois. Et vous décrivez de nombreux projets de reprise en sous-œuvre qui ne sont pas dans le contexte de reprise en sous-œuvre nécessaire à la conservation du patrimoine en question. Est-ce que vous projetez ces bâtiments et ces reprises dans l'avenir, on va dire donc là, vous reprenez en sous-œuvre des bâtiments qui ont des centaines d'années, on va dire. Est-ce que pour vous, il y a une question éthique ou doctrinale vis-à-vis de cette intervention contemporaine et de la possibilité de problèmes statiques potentiellement à l'avenir vis-à-vis de ces bâtiments? Non, ça leur fait plutôt du bien, globalement, ça les conforte. Donc d'un point de vue statique, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Par contre, encore une fois, vous voyez, c'est un peu comme la question précédente. C'est-à-dire que la réversibilité, si je prends Versailles, on est dans la réversibilité. La Commission supérieure des sites considère que le projet peut être acceptable s'il est réversible. Et donc, nous avons, par exemple, encloisonné un petit escalier impraticable
mais qui fait partie de la substance patrimoniale du pavillon. Donc, si vous voulez, la réversibilité, ça peut être effectivement ce type de dispositif par rapport au patrimoine, mais ça peut être aussi la capacité à offrir une nouvelle vie, ou tout au moins des nouveaux usages qui vont faire partie de ce patrimoine. Le patrimoine ne s'arrête pas à un moment donné. Je veux dire qu'il est dans un système vivant. Par contre, de définir les origines pour en établir la substance patrimoniale, ça c'est un sujet qui nous intéresse. Et on aimerait d'ailleurs avoir plus d'informations sur le sujet et des informations un petit peu plus documentées et un petit peu plus claires de nos amis patrimoniaux. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais le monde contemporain n'est pas dans ce système de référence où on n'est plus au XXe siècle. On n'est plus dans des systèmes, je dirais, monofonctionnels ou bien dans des systèmes dogmatiques. On est dans des systèmes qui développent des complexités avec des niveaux d'information et des databases qui sont de plus en plus riches, de plus en plus aussi difficiles à organiser et à gérer, mais qui donnent de l'information de plus en plus enrichie, de plus en plus savante, de plus en plus pertinente, qui permettent à l'architecte, entre autres, puisqu'on est là ce soir, de développer des systèmes de mieux en mieux ou de plus en plus renseignés. Et ça, je trouve ça quand même très intéressant par rapport, je dirais, à l'avenir, au futur, pardon, de l'architecture, mais aussi au futur de la planète. Parce que lorsqu'on fait ce travail sur le dessous, derrière, il y a quand même un projet politique. Le projet politique, c'est d'arrêter le développement horizontal des ensembles urbains. C'est-à-dire, plus je densifie, plus j'arrive à produire des espaces à proximité, moins je vais étendre et donc consommer du territoire. Donc si vous voulez, ces gestes qui sont plus ou moins importants, parce que ce n'est pas forcément des grands territoires, on développe des projets beaucoup plus importants à l'étranger sur le dessous, sur l'épiderme, en particulier des downtowns en Asie. L'idée, c'est d'arrêter le développement à l'horizontale des ensembles urbains. Je trouve que c'est quand même un sujet qui est vraiment essentiel et que petit à petit, des villes, des gouvernements et bon nombre de personnes se mobilisent sur ce type de sujet. Et ces dispositifs, si vous voulez, ces stratégies, ça ne répondent pas à 100%. Et moi, je ne prétends pas qu'il faut faire ça à tous les coups. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais par contre, ça fait partie d'un questionnement beaucoup plus large qui est la question d'être économe, d'être à proximité, d'être dans une relation, je dirais, physique, immédiate, entre les lieux où on travaille, les lieux où on habite, les lieux où on se déplace, les lieux de rencontre, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, les espaces verts, etc. Aujourd'hui, le monde est un monde artificiel. Il faut construire de la nature. Il faut construire de la nature. Il ne suffit pas de planter les toits avec 3 fraises et 2 tomates. Ça ne suffit pas. Il faut construire de la nature. Et l'architecture fait partie de cet acte qui prend le paysage comme un élément. Alors, je rappelle que nous sommes ce soir dans une conférence qui est diffusée en streaming, c'est-à-dire que sur Internet, tout le monde la suit. Et la dernière fois, nous avions 7000 personnes qui écoutaient le débat sur Notre-Dame. Nous avons une question, donc le CAUE de l'Hérault qui est connecté. Voilà, non, mais c'est intéressant. C'est que, voilà, une question de Farah. Comment voyez-vous l'intégrité historique de l'île de la Cité, je la cite, hein, par rapport aux aménagements sur la Seine qui peuvent endommager cette intégrité? Que répondre à Farah? Déjà, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que
il y a cette notion d'intégrité de l'île. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas du tout cette perception qu'il y avait au cœur de Paris une île qui constituait monument. Donc le drame de Notre-Dame a, d'une certaine façon, par sa dimension symbolique dans tous les sens du terme, a fait relire le fait qu'il y a un territoire qui est très ancien, qui a des différentes strates et qui a donné petit à petit cette intégrité dont on parle. Et l'intégrité de l'île, c'est une intégrité 19e. C'est-à-dire que l'île, c'est un quartier récent de Paris. Hein. Globalement, elle a 150 ans, quoi. Enfin, elle est haussmannienne, comme on l'évoquait tout à l'heure. Tous les murs que l'on voit, c'est parce que Lutèce et l'île avant, même au 18e, etc., était une île, par rapport à la Seine, extrêmement poreuse. On allait jusqu'au bord de l'eau pour des questions utilitaires. L'hôtel-Dieu que j'évoquais tout à l'heure, qui était au bord de la Seine, planté sur des arches, permettait d'aller jusqu'au bord de l'eau. Donc, l'intégrité de l'île, c'est le fait que ce soit une île. Donc ça, c'est déjà une avancée, car en fait, on avait complètement perdu cette perception, et je trouve que, d'ailleurs, même dans le classement UNESCO, l'île n'est pas prise comme un élément architectural. Le classement UNESCO est un classement de paysage, de bord de Seine. Et je trouve que ça mérite que je dirais qu'il soit d'une certaine façon peut-être étendu, afin qu'apparaisse cette notion de paysage construit, certes, mais qui a une géographie. Et le mot géographie, dans le classement UNESCO, apparaît nulle part. On parle d'un paysage au sens un peu 18e, comme j'évoquais Pat tout à l'heure, qui préfigurait les places et les espaces publics. Donc, l'intégrité de l'île, c'est déjà de reconnaître que c'est une île. Les possibilités d'une île, dirait oui. Quelqu'un. Madame, pardon. En fait, j'aurais peut-être plusieurs questions. Enfin, je vais essayer de trier. Matériellement, comment voyez-vous, à force de faire des étages en sous-sol, par rapport à la Seine et l'eau qui peut être envahissante, comment réglez-vous ces problèmes ? J'ai fait un échantillon dans le 13e arrondissement qui s'appelle la Bibliothèque nationale. Ça marche assez bien. Hein. On se protège de la Seine. Il y a 200 000 m² qui sont construits donc, le long de la Seine. Il n'y a pas d'envahissement, si je puis dire, de l'eau. Donc, il y a effectivement des techniques qui permettent de se protéger de l'eau. Et si on considère les infrastructures qui se trouvent sur l'île de la Cité, on évoquait les transports tout à l'heure, mais on peut évoquer, comme je le disais, les parkings. Il y a quand même une vis au droit du palais de justice, ce côté place Dauphine, une vis qui descend à presque 10 niveaux. Le parking qui se trouve côté de la place Dauphine va pratiquement de bord de Seine à bord de Seine. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un travail vraiment de connaissance au sens de la data qui n'est pas fait et qu'il faut faire justement pour utiliser toutes ces possibles qui sont là, qui nous sont donnés, et les réintroduire dans une économie, dans une perception de durabilité, de culture, et un autre type d'usage tel qu'on en a besoin aujourd'hui pour protéger nos villes. Je pensais au fait de la multiplication de ces étages, on va dire, pouvait impacter le... Non, mais je pense que
il faut développer un PLU du sous-sol. C'est-à-dire qu'il faut faire le même travail que l'on fait sur le dessus, mais en dessous. C'est-à-dire que là où vous avez raison, si on fait ça de façon éparpillée et schizophrène, c'est sûr que ça ne va pas créer le tissu racinaire, le réseau nécessaire à la régénération de l'ensemble urbain. Et donc, c'est vrai qu'il faut planifier. C'est ce que l'on cherche à mettre en évidence petit à petit avec ces projets, de façon à ce qu'il y ait, comment dirais-je, une mise en place de dispositifs qui soient des dispositifs de partage, de gestion politique, démocratique aussi, qui font qu'on va voter sur les développements du sous-sol. Est-ce qu'on va avoir envie de vivre en sous-sol aussi? Ah oui, je vous ferai une liste de quelques endroits en sous-sol. Vous verrez que c'est juste parfait, quoi. Parce que le sous-sol est un lieu de durabilité. Je vous encourage, je fais un peu de publicité pour certains projets que nous avons réalisés, mais si vous avez l'occasion d'aller à Séoul, allez visiter l'université féminine de Séoul. C'est un endroit qui est effectivement 100 000 mètres carrés construit en sous-sol, et vous verrez qu'il y a une espèce de lieu paisible et d'une durabilité certaine, ce qui est aussi un des éléments. Je n'ai jamais dit qu'on allait habiter en sous-sol, j'ai toujours parlé d'un système racinaire, je crois que l'image est assez correcte, c'est-à-dire de créer des racines pour nos bâtiments et pour nos ensembles urbains qui vont les nourrir. Donc il s'agit bien d'activer le sol et de continuer à habiter chez soi, en étage. D'ailleurs, la loi est très claire là-dessus, sur l'utilisation du sol, au moins à Paris. Je crois qu'on a une question tout au fond de la salle. Madame ? Moi, j'avais une question par rapport aux matériaux. Et notamment, vous disiez que vous aimez bien utiliser le sol. Et pourquoi pas, dans les matériaux utilisés, envisager des matières vraiment naturelles pour la construction dans le sol. Donc, je sais pas moi, la chaume et autres matériaux qui se redéveloppent aujourd'hui. Oui, pour l'instant, effectivement, nous sommes intervenus plutôt dans des transformations d'infrastructures en lieu de vie. Donc, on est déjà dans une architecture, je dirais plutôt de génie civil. Mais il n'y a aucune raison que tous les matériaux puissent être utilisés dans le sous-sol, d'autant plus qu'ils seront encore plus protégés qu'à l'extérieur. C'est vraiment un lieu de protection. Ce que je dis là, c'est pas le truc d'un illuminé et d'un. Je veux dire, depuis la nuit des temps, on utilise le sol et le dessous. Donc ce que je dis là, c'est vraiment, c'est pas très original. La seule petite originalité que je propose, c'est que tous ces lieux soient reliés entre eux. Oui, je voudrais juste dire non, que... mais il faut le dire, parce que... Oui. Non, mais je ne suis pas Dante et je n'ai pas écrit l'enfer, d'accord ? Non, mais c'est important, parce que une espèce de... Et tout le travail, effectivement, est de montrer que ces lieux sont à notre disposition. Bon, voilà. On pourrait citer un exemple, puisque tu parles depuis la nuit des temps, aux portes d'Ispahan, il y a une cité souterraine qui avait été conçue pour 6000 personnes et qui a été habitée par 6000 personnes. Donc c'est assez intéressant de voir dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Autre question. Monsieur. Merci, monsieur, pour votre présentation qui est très intéressante, qui était entre autres beaucoup sur les flux de personnes. Et est-ce que vous pourriez au moins m'éclairer, mais sinon nous éclairer, sur la polémique actuelle sur la gare du Nord ? Écoutez, dans le collectif de signataires dont je fais partie, il y a des gens certainement plus capables de vous donner des chiffres précis. Moi, pourquoi j'ai signé, c'est parce que il y a dans ce projet
tout à l'heure, monsieur a utilisé le mot mercantile, là, ça serait presque un euphémisme. Il y a dans ce projet une question de dosage entre, je dirais, une certaine notion de service public, finalement, très revendiquée par au moins les personnels de la SNCF, et c'est l'usage de la gare. La question aussi du respect de Hittorf, donc de son architecture, qui est quand même une architecture très liée à une légèreté et à la présence d'un certain type de lumière. Et donc, les cinéataires ne sont pas contre la transformation de la gare du Nord. Il y a une forte opposition sur le fait que ce projet n'ait pas été lu, relu, et maintenant il va être corrigé, puisqu'il y a eu un accord qui a été trouvé entre la SNCF et la ville de Paris, afin que cette dimension d'espace public, si on peut le qualifier comme cela, soit patente et qu'il y ait un confort, d'une certaine façon, ou tout au moins un respect de celui ou de celle qui va aller prendre son train et sans être obligé de traverser un duty-free dès l'entrée de la gare, un duty-free shop. Donc voilà, donc si vous voulez, le fait qu'il y ait du commerce dans les gares, c'est très bien. Le fait que ça soit écœurant de commerce, ça c'est pas bien. Autre question? D'ailleurs, pour ceux qui suivent l'actualité, la ville de Paris, entre Jean-Louis Mixica, a quand même débloqué le système avec le fait que le public va investir dans le projet, et c'est bien d'une certaine façon ce qui manquait, parce que c'était pas tellement noir et blanc, c'était le fait que la ville n'avait pas vraiment mis en place un positionnement de maître d'ouvrage public, d'une certaine façon, dont elle a une responsabilité au regard de l'aménagement urbain, et les porteurs de projets privés. Donc là, je trouve qu'on est assez content, voilà, pour rien vous cacher, le fait que la copie soit revue, pas contre personne, c'est pas contre les architectes, c'est pas contre les investisseurs, ça, simplement parce que ce sont des lieux qui prolongent l'espace public. Je reviens aux mairies d'arrondissement, l'enseignement est là, suivons la route, et je pense qu'on poursuivra justement l'intérêt de nos espaces parisiens et surtout, je dirais, la dimension unique et exceptionnelle de ces lieux. Encore une question avant que nous projetions le film. S'il n'y en avait pas, je vais demander à Benoît Melon de bien vouloir me rejoindre, qui est le directeur de l'école de Chaillot, parce que je crois que lui, il a une question très précise et peut-être très technique pour l'école, je ne sais pas, mais en tout cas, je lui passe la parole. C'est la question piège de la soirée. Il fallait qu'il y en ait une. Vous nous avez parlé de beaucoup d'éléments très intéressants, dont la composition que développait Julien Guadet dans un cours de théorie à l'école d'architecture, à l'école des Beaux-Arts, pardon. J'aimerais vous poser la question, puisque je suis chargé de veiller à la formation des architectes qui vont travailler sur les monuments historiques et de veiller à ce qu'ils soient bien formés. Quelles sont les quelques recommandations que vous formuleriez à leur égard, à la fois sur le plan philosophique, on va dire, et sur le plan technique, pour qu'ils soient bien formés, pour être aptes à intervenir non seulement sur les édifices, et d'une façon contemporaine, on est bien d'accord dans l'acception du terme, mais également sur les abords de ces édifices, de façon à ce que l'ensemble forme un tout cohérent, harmonieux, et qui soit en prise avec notre temps. Moi, je dirais il n'y a pas de conseil ou de recommandation, c'est plutôt une attitude, mais elle est vraie d'une certaine façon partout et pour tout dans la vie, c'est l'attitude de faire des projets. C'est-à-dire que si ce travail lié à l'histoire, lié à la culture, lié à une connaissance, est un travail qui se résume à une restitution, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Il le faut,
mais c'est insuffisant. Et ce qui permet de transcender la restitution, c'est le projet. Et donc d'inscrire la restitution dans des analyses, dans des échanges, dans des perceptions élargies, c'est notre monde, c'est comme ça que nous pouvons gérer un monde fini, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous connaissons toute la planète, nous vivons, l'humanité aujourd'hui vit dans un monde fini, et donc un monde fini ne peut trouver son futur qu'en étant au-delà de la restitution. Est-ce qu'on ne peut pas dire que tout projet de restauration est avant tout un projet d'architecture? Ah, mais tout est d'architecture, quand même. Quand même. Je crois que c'était le mot de la conclusion. Voilà. Bon.